appeler maintenant M. Emmanuel Accardi de l'ADEME qui va nous parler de la politique des villes et des territoires. Bonjour. Donc, merci de m'accueillir dans cette conférence. Donc, je vais vous parler après le panorama monégasque, essayer de faire un panorama français des politiques de mobilité et de ville, en essayant d'insister sur l'articulation entre justement les questions de mobilité et les questions d'aménagement. Alors, un certain nombre de choses ont été dites, notamment dans l'introduction de Madame Lelarge. C'est pas mal pour introduire un peu mon propos. Je vais reprendre des choses. Je vais reprendre des éléments un peu similaires. D'abord pour dire, première idée, que travailler sur la mobilité, bien sûr, c'est d'abord répondre à des enjeux environnementaux et énergétiques, hein, on va en parler, il y a des chiffres intéressants là que je vais vous présenter, mais c'est aussi des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Notamment, c'est les enjeux, la question émergente de la précarité énergétique, la question de l'accessibilité au transport, et puis bien sûr, compte tenu de la conjoncture économique, une question forte de la filière, de l'avenir de la filière automobile et plus généralement des métiers liés à la mobilité. Donc, travailler sur la mobilité, c'est vraiment travailler sur la question du développement durable des villes et des territoires. Parce que beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions liées à la mobilité sont avant tout des questions de la ville et de sa périphérie, on va dire, donc au sens large du territoire. Alors, quelques chiffres un peu pour resituer le sujet. D'abord, les enjeux environnementaux. Bien sûr, le transport, c'est un des principaux postes en termes de consommation énergétique. Ce n'est pas le premier poste, hein, puisque le premier poste, c'est le bâtiment, mais immédiatement après, le deuxième poste, c'est les transports, avec 32% de la consommation d'énergie finale. Par contre, le transport, c'est le premier émetteur de CO2. Ensuite, il faut savoir que 40% de la consommation d'énergie se fait en zone urbaine et périurbaine. Donc c'est important, c'est encore une fois un problème urbain, c'est un problème de ville et d'organisation de ville. La part de la voiture particulière, évidemment prépondérante, hein, donc on le sait, mais là 62% c'est quand même, ça peut nous interpeller. Et puis également une question d'émissions de polluants. On parle beaucoup des CO2 puisque tout notre système notamment d'amélioration avec le protocole de Kyoto est basé sur les CO2, mais il y a également les émissions de polluants, d'un certain nombre de polluants qui sont cités là, dioxyde d'azote, les particules, et ça c'est également un problème essentiellement urbain, c'est un problème de grande ville. Pour vous montrer l'efficacité énergétique des différents modes, il y a un rapport de 1 à 70 entre le meilleur mode en termes d'émissions de CO2, qui est le tramway, par rapport à la voiture particulière en milieu urbain, donc on a un rapport de 1 à 70. Pas le vélo. Ben non. C'est le vélo qui est le meilleur. Bien sûr, mais là je ne pouvais pas faire le rapport de 1 à 70. Mais déjà, vous voyez que hors vélo, il y a déjà de grandes différences entre les modes. Pour montrer la part prépondérante du mode routier hein, dans les émissions de CO2, voilà, c'est sans appel, hein, 93,8%, et les autres modes se partagent les 6% restants. Sur un petit peu les tendances hein, depuis quelques années, puisque ça fait quand même en France une quinzaine d'années qu'on a mis avec la loi sur l'air, les plans de déplacement urbain, on va dire qu'on s'est intéressé à la question des politiques de transport, notamment en ville. On va dire que le constat c'est que ça évolue très lentement, malgré les outils type PDU et PDE qui sont mis en place, on va dire qu'on est dans le statu quo. On est dans le statu quo en termes de nombre de déplacements, de longueur de déplacement, et on est surtout dans je dirais, un peu une situation à deux vitesses entre quelques centres-villes, je ne parle même pas de villes, mais de centres-villes, pionniers, très médiatisés avec des expériences où effectivement là on a un report modal important vers les transports, et puis l'immense majorité du territoire où non seulement la voiture reste prépondérante, mais où même la part de la voiture peut avoir tendance à augmenter. Donc ça c'est voilà, je trouve ce tableau intéressant parce que aujourd'hui on peut dire que la progression au profit des modes actifs, des modes doux, le report modal est relativement faible et limité dans les territoires. Tout ça pour dire que finalement notre travail commun sur la mobilité, ce qui nous réunit aujourd'hui, encore de beaux jours, et la tâche qui reste à faire reste assez considérable. Donc, vous voyez, si le véhicule particulier à moteur, la part entre 1994 et 2008 a augmenté, légèrement certes, mais elle a quand même augmenté, notamment dans des territoires périurbains ou ruraux où il y a une offre de transport alternatif qui est limitée. Donc la question c'est comment agir.
Bien sûr, une fois que ce constat est posé, on sait qu'il reste énormément de travail à faire. On sait que la question des transports et celle de l'aménagement sont imbriquées, mais comment agir finalement sur des systèmes complexes, hein, avec des sujets eux-mêmes complexes. Alors d'abord, avant de vous dire un petit peu comment nous à l'ADEME on voit les actions à mener et puis quelles sont les politiques menées en France, je voulais quand même vous faire partager l'exercice qu'on a mené à l'ADEME l'an dernier, qui était en gros notre vision pour atteindre le facteur 4. C'était en gros le chemin vertueux, hein, le chemin un peu idéal pour aller vers le facteur 4. Alors ça avait été présenté à la presse en fin 2012, ces scénarios 2030 et 2050, hein, 2 horizons temporels, en disant voilà comment on pourrait imaginer qu'on atteigne le facteur 4. Donc c'est d'abord une pénétration importante des services à la mobilité, on imagine 10% en milieu urbain en 2030, 10% ça peut paraître pas beaucoup, mais que chaque fois qu'on part quasiment de zéro, c'est considérable. Vous notez que c'est en urbain encore une fois. Les motorisations alternatives, 30% des flux en véhicules électriques. À 2030, hein, c'est pas précisé. Renforcement de l'interopérabilité. Il faut développer les modes, mais bien sûr, il faut développer la façon dont on passe de l'un à l'autre. On sait bien que c'est le sujet sensible. On a des gains, évidemment, importants attendus pour la consommation d'énergie fossile sur le domaine des transports, mais là encore, ils sont différents selon qu'on parle de centre-ville, donc 45% en urbain. On tombe tout de suite à 35% en périurbain et 30% en gros sur les longues distances, donc hors des agglomérations. Sur le transport des marchandises, nos scénarios misent sur un report modal du trafic routier vers le ferroviaire et le fluvial, sur une pénétration importante des motorisations alternatives. Alors là, vous voyez qu'on passerait de 0,1 aujourd'hui, avec une progression d'abord limitée sur la première période, et puis ensuite, entre 2030 et 2050, beaucoup plus nette. Et puis évidemment, des réductions de consommation d'énergie. On passerait de 10 millions de têtes aujourd'hui à 7, puis à 3 sur la deuxième période. Donc là aussi, pour les transports, des gains importants attendus, mais plutôt sur la période 2030-2050. Parce qu'on sait que, encore une fois, c'est une vision, hein, c'est un chemin idéal et que c'est extrêmement ambitieux. Donc je viens aux actions. Pour agir sur mobilité et ville, il y a en fait plusieurs types d'actions, il y a un bouquet d'actions avec des temporalités très différentes. On peut les regrouper en 3 familles. Il y a des actions sur l'organisation, qui sont des organisations lourdes, structurelles, et donc plutôt de long terme. C'est là qu'on va parler de l'organisation urbaine. Ensuite, il y a plutôt des actions qui sont de la famille du comportement, qu'on peut commencer à initier tout de suite, mais dont les véritables effets vont se faire sentir, on va dire, à moyen terme. Puis ensuite, je parlerai des actions qui sont à plus court terme. Pour ce qui est de l'organisation urbaine, le problème est que le système urbain, outre sa complexité, est très inerte. C'est-à-dire qu'on considère qu'une ville se renouvelle d'1% par an. C'est le rythme de construction neuve. Donc si on veut agir sur le système urbain, à ce rythme-là, il faudrait un siècle pour pouvoir maîtriser en fait, un système urbain et par exemple dire que toutes les constructions neuves seront situées à proximité de transports collectifs ou de modes de transport vertueux. Donc, il faut y aller par petites touches et provisoirement et progressivement. Le renouvellement urbain, tout à l'heure on disait dans l'introduction le manque de place en ville. Ben voilà, la réflexion c'est comment par exemple utiliser des friches urbaines, comment utiliser, mieux valoriser des sites délaissés, même s'il y a bien sûr des questions quelquefois de pollution ou d'occupation, mais comment mieux valoriser des sites qui ont déjà été urbanisés mais qui sont en train de changer d'affectation pour limiter la demande en transport. Bon, c'est toute la question de la maîtrise de la demande en transport. Comment aussi mieux utiliser l'espace urbain. Aujourd'hui, la question de la voiture en ville, pour moi, c'est bien sûr une question de pollution, etc. On en parle beaucoup, mais c'est aussi une question tout simplement de place. L'encombrement de la voiture. Pourquoi un objet privé, après tout, devrait occuper l'espace public comme il le fait aujourd'hui? Pourquoi imaginer que toute une linéarité d'espace public est occupée pour accueillir des objets privés? C'est une vraie réflexion qui se pose à nous. C'est quand même le seul cas où un objet privé occupe autant d'espace public. Donc évidemment, il y a toute la question de redonner à d'autres usages, à la fois en mobilité, mais également d'autres usages urbains qui ne sont pas de la mobilité, comme le loisir, comme la nature en ville, comme peut-être la production d'énergie renouvelable, c'est cet espace public qui, évidemment, plus on est dans le centre-ville, plus il est rare, cher, convoité, et plus il y a potentiellement un conflit d'usage entre toutes ces fonctions. Donc, il y a d'abord redonner plus d'espace et de place au mode alternatif à la voiture, et puis ensuite réfléchir aux autres fonctions urbaines. Bon, ensuite, il y a une question de gouvernance. Pour pouvoir agir sur ville et mobilité en même temps, outre la question du temps, hein, de l'inertie et de la temporalité, il y a une question d'échelle. Aujourd'hui, la question c'est que ces différentes autorités qui s'occupent et de mobilité
et au sein même de la mobilité, ces différentes autorités qui s'occupent des transports de voyageurs, de marchandises. Et donc il y a déjà une première idée qui est de créer des autorités organisatrices de toute la mobilité, et puis aussi des questions de stationnement, de livraison, sachant qu'aujourd'hui il n'y a que des autorités organisatrices des transports collectifs, qui sont en général à une échelle d'agglomération, mais pas toujours. Il peut y avoir des incohérences au sein d'un bassin de vie entre différentes autorités organisatrices qui évidemment ne font pas concorder leur système de transport. Et puis après, pour aller plus loin, il faudrait imaginer bien sûr qu'il y ait une autorité, une gouvernance un peu commune sur les questions de mobilité, de transport, mais également d'aménagement, de localisation d'activités, de logistique, etc., etc. Bon, mais ça, je dirais, c'est la phase d'après. Aujourd'hui, on est en train de passer de la phase AOT à la phase AO mobilité, et ensuite, évidemment, la question de la gouvernance plus globale se posera. Bon, ça, je dirais, c'est sur les questions d'organisation, donc plutôt long terme. Sur les comportements, quelques sujets là qui ont déjà été évoqués en introduction, que je reprends. Hein. En gros, ces sujets, le commerce en ligne, le télétravail, l'optimisation des livraisons, on en a vu un exemple à Monaco, le fait de dissocier la voiture possédée, qui est le mode dominant, avec évidemment la voiture service, hein, la voiture qu'on ne possède pas mais dont on se sert à plusieurs. Évidemment, ce sont des modes de vie, des changements de mode de vie importants tant ces dernières années, on va dire ces 50 dernières années, on a associé la voiture à un objet de posséder, et puis évidemment, ça est le symbole de liberté, de réussite, etc. Bon, évidemment, on passe complètement, on change complètement de paradigme quand on parle de renoncer à la voiture possédée. Néanmoins, il y a des endroits, notamment des centres-villes, où de toute façon ça a déjà commencé parce que on ne savait plus faire. À un moment donné, on était dans une impasse par rapport à un système où on est basé sur la voiture possédée. Le télétravail, c'est également une piste d'avenir, c'est très très peu utilisé. Aujourd'hui, c'est moins de 10%, évidemment. Quelques expérimentations, quelques administrations, quelques entreprises privées qui testent le télétravail. Ça donne des résultats extrêmement intéressants sur le bien-être des salariés, sur évidemment la réduction des déplacements, sur le lien social, parce qu'évidemment on aménage les temps pour que les gens se retrouvent à certains moments dans l'entreprise, et puis après le reste du temps, ils travaillent depuis chez eux. Donc voilà, ça ce sont des pistes encore très très peu utilisées. Il y a un énorme potentiel, un gisement important pour limiter les déplacements à partir de ces comportements. J'avais fait un petit zoom sur les outils, hein, puisque quand même c'est politique nationale en France, quelques outils pour articuler urbanisme et transport déplacement. On peut en citer plusieurs. Des outils dédiés au déplacement, c'est le PDU. Moi je dirais que le PDU, son enjeu et la façon dont on mesurait son efficacité, c'était le report modal. Pour faire court, ça a donné quand même, c'était assez complexe à mettre en œuvre en termes de gouvernance pour des résultats relativement limités. Ça dépend des territoires. Il y en a qui ont bien sûr réussi à réfléchir un petit peu les modes de transport, mais ça donne des résultats relativement limités. Ensuite, il y a tous les outils, la famille des outils d'urbanisme, les SCOT et les schémas de cohérence territoriale et les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui eux vont intervenir sur l'occupation des sols. Et donc, en général, les SCOT comportent des volets transport, mais évidemment, il faut que ces SCOT, ces PLU et ces PDU soient particulièrement articulés. Et puis, le dernier né des outils nationaux en France, c'est l'outil plutôt énergétique et donc lié à la problématique du climat, c'est le PCET. Et donc, lui aussi doit s'articuler avec les outils d'urbanisme et les outils liés au déplacement. Donc, du coup, on a une vraie question, en plus de la gouvernance dont je parlais tout à l'heure, d'articulation, de cohérence au niveau des échelles, au niveau des contenus entre tous ces outils. Bon voilà, là j'ai rappelé, je ne vais peut-être pas bien sûr trop m'attarder, mais sur ce qui caractérise l'objectif de chacun de ces outils, hein, qui se complètent. Hein. Le PDU n'est que vraiment sur l'organisation des transports, mais après il peut aller vers des actions très concrètes. Le SCOT est plutôt à une grande échelle, l'échelle de l'agglomération, donc d'un grand territoire, d'un bassin de vie, pour fixer des principes généraux d'organisation du sol. Et c'est là qu'on va mettre évidemment tout le volet transport, et qu'il faut absolument qu'il y ait une articulation avec le PDU, c'est prévu dans la loi d'ailleurs. Ensuite, le PLU à une échelle plus fine, celle de la commune, même si de plus en plus de personnes plaident pour qu'il soit intercommunal, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de problématiques qui se traitent au niveau intercommunal, et bien lui aussi doit bien sûr avoir des dispositions qui vont dans le sens de la mobilité. Par exemple, un PLU peut imposer qu'il faut une desserte en transport pour ouvrir à l'urbanisation, ou pour densifier. Donc ça, un PLU peut très bien le faire. Ce sont des mesures malheureusement très peu connues, des villes qui font leur PLU, et très peu utilisées.
Il y a notamment par exemple le bonus de COS qui donc donne de la constructibilité en plus pour des bâtiments performants énergétiquement. Ce sont malheureusement des mesures, toutes ces mesures sont prévues dans les lois. La loi Grenelle les a renforcées, elles sont encore sous-utilisées et méconnues. Voilà, le PCET, là aussi, je vous fais grâce évidemment du détail, mais pour vous montrer qu'un PCET, un volet transport du PCET, peut couvrir une grande variété d'actions, aussi bien des choses très stratégiques, très macro, jusqu'à des choses très concrètes, comme le système de Carapace ou de Caracycle, ou de tout ce qui est conseil en mobilité. Donc on va vraiment du macro au très, très opérationnel. Les PCET sont obligatoires. Alors, ce que je n'ai pas dit, donc, les PCET sont obligatoires pour toutes les communes et les agglomérations de plus de 50 000 habitants depuis la loi Grenelle. Donc, toutes sont en train de faire des PCET. Donc, toutes se posent ces questions d'articulation entre la mobilité et les questions climatiques. Les PDU sont obligatoires pour les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, toutes ces villes-là sont en train de mettre en œuvre des PDU. Et puis ensuite, il y a des communes volontaires, des PDU volontaires pour les communes plus petites. Et puis ensuite, les PLU et les SCOT ne sont pas obligatoires dans la loi, mais évidemment, dès qu'une ville a une certaine taille, il est évidemment nécessaire d'organiser son territoire. Bon voilà, un petit zoom sur l'articulation entre l'aménagement et l'urbanisme. Des outils existent, je dirais qu'ils sont souvent sous-utilisés, ils ne sont pas exploités à plein, on n'exploite pas à plein toutes leurs possibilités. Bon, ce sont des outils nouveaux et se pose la question de leur articulation et de leur cohérence. Les communes et les collectivités ont un peu du mal à se retrouver dans l'articulation entre ces outils. Ensuite, je reviens un petit peu sur mes actions. Donc là, on a vu les actions moyen et long terme, organisationnelles et puis comportementales. Je reviens à des actions plus classiques, je dirais. On est plus sur le techno et puis sur l'efficacité énergétique des modes de transport. Donc là, deux familles d'actions. On privilégie bien sûr les modes de transport dont l'efficacité énergétique et environnementale est la meilleure, c'est-à-dire les modes actifs, les transports publics, les nouveaux services à la mobilité, dont je vais parler un peu plus longuement après, et puis on utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'où un peu la notion de ville intelligente. On utilise bien sûr les transports ferroviaires et fluviaux pour les marchandises. Et ensuite, là on est vraiment dans l'axe technologique, c'est tout ce qui est l'axe recherche, c'est tout ce qui est l'axe évaluation pour améliorer les technologies. Mais là je dirais que nos gisements sont plus limités, on a déjà fait des gains considérables, on a une marge de progression plus limitée sur ce seul axe. Mais bien sûr il faut continuer à le développer. Ensuite, on a toute une série de mesures plutôt fiscales, financières, incitatives pour, on va dire, aller dans le sens de la mobilité durable. Alors j'ai mis la ZAPA, un mot qui est, je crois, n'a plus cours même, je crois, j'en suis sûr, mais l'idée va rester, bien sûr. Les ZAPA, on peut en dire deux mots, c'était l'idée de limiter l'accès à certains véhicules dans les centres-villes, parce qu'il y a bien cette question de problématiques propres au cœur de ville. L'idée d'avoir des mesures incitatives va rester, le mot ZAPA va peut-être changer, mais l'idée de travailler sur cette question en articulant la mobilité, la qualité de l'air, les polluants, etc., va demeurer avec des territoires expérimentaux. J'en viens un petit peu au sujet des technologies d'information. Aujourd'hui, on a finalement l'éthique qui nous aide à ne pas faire le lien entre les deux extrêmes. On peut dire qu'entre la voiture possédée, le modèle de la voiture possédée et du transport lourd, il y a toute une batterie de transports là, qui sont indiqués, donc taxi collectif, autopartage, covoiturage, les nouveaux services à la mobilité. Évidemment, l'éthique favorise le développement de ces services parce qu'ils communiquent entre les véhicules, parce qu'évidemment, ils impliquent les citoyens, c'est-à-dire que le citoyen qui dispose de son smartphone est actif dans le système. Il rentre des données, il donne de l'information, il est offreur lui-même de solutions, et donc il y a un nouveau rapport. On ne subit pas finalement le système de transport, on est acteur du système du transport. Et puis aussi, on a le rapport au temps. On parle beaucoup de mobilité ville, évidemment on parle de temps, le temps dans la ville, la question du temps dans la ville est centrale, puisque dans la ville il y a une superposition d'activités, c'est la question de la ville, par définition la ville c'est le lieu de la concentration, et donc la question du temps en ville, c'est comme l'espace, le temps est précieux, et donc on veut en gagner, et on veut avoir l'information, et ça permet de faire autre chose. En attendant, ça c'est extrêmement important. Pour vous montrer que le technologique c'est utile, bien sûr, les effets du dispositif bonus-malus, bon, on peut le voir là, on a un certain nombre de pays, on montre que le bonus-malus a permis d'améliorer on va dire, la qualité du parc automobile, on voit la baisse des émissions de CO2. On voit aussi la hausse des ventes des véhicules les plus vertueux, encore une fois liés au bonus-malus.
Mais pour vous dire que le progrès technique ne suffit pas, enfin, c'est un peu la conclusion, hein. J'ai parlé des actions long terme, court terme, moyen terme. En pratique, on veut plus de mobilité, on va aller plus vite et plus loin. En théorie, il faut bien sûr agir sur à la fois le volume, la distance, l'efficience. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à la fois la rupture dans les comportements, des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de travailler, des nouveaux modes d'habiter, etc., se déplacer. Et donc, il faut apporter progressivement des solutions, comme on dit, par morceaux. En conclusion, imaginer de nouveaux systèmes ou de nouvelles solutions de mobilité, c'est à la fois des véhicules adaptés aux usages, je dirais de nouveaux véhicules adaptés à de nouveaux usages, dont certains restent à inventer, certains on les entrevoit et d'autres ne sont même pas encore imaginés, ou sont en train de s'imaginer. Ce sont des services partagés, c'est une intermodalité renforcée, c'est complètement une inversion, je dirais, moi je parle même plus de répartition différente, c'est une inversion de la place qu'ont les modes sur la voirie, puis c'est des nouvelles façons de se déplacer. Et c'est l'ensemble, dans tout ce que je vous ai présenté, c'est pas évidemment je pioche une solution, c'est l'ensemble, c'est la combinaison de ces solutions qui est, pour nous, à l'ADEME, un peu la clé de la réussite de la mobilité durable, de villes plus durables et intelligentes, hein, puisque c'est un peu le titre de la conférence, et évidemment de gains sur les consommations énergétiques et d'atteinte du facteur 4 pour les années à venir. Voilà, je vous remercie.